Aujourd'hui, nous nous trouvons en compagnie du célèbre économiste de renommée, j'ai nommé Atman Sinhaji, qui va tenter de nous expliciter un peu plus la crise de l'euro actuelle. Bonjour Atman. Bonjour mademoiselle. Tout d'abord, j'aimerais vous poser une question qui est cruciale en ces moments. Que pensez-vous de la crise de l'euro? Donc, tout d'abord, bonjour à vous, bonjour chers téléspectateurs. Merci d'avoir sollicité ma venue ici pour vous donner mon opinion. Aujourd'hui, nous allons parler du problème de la crise de l'euro. La crise de l'euro dans la conjoncture actuelle qui est vraisemblablement pour c'est une crise tout d'abord politique, une crise de bonne gouvernance. Cette crise de bonne gouvernance s'inscrit dans un cercle vicieux. Un cercle vicieux qui débouche sur des crises bancaires, économiques et souveraines. Le problème, voyez-vous, est dans le fait que les États ne parviennent pas à soutenir l'activité économique, ce qui crée incontestablement et parallèlement, c'est-à-dire une crise économique, et n'arrivent pas à renflouer suffisamment les banques et les recapitaliser pour subvenir c'est-à-dire soutenir l'activité économique, ce qui crée la crise bancaire. Et merci madame. Et il y a le fait que les États ne soient pas à même de soutenir et la solvabilité des autres États, ce qui crée, par rapport à leur dette, ce qui crée des dettes soutenues. Alors c'est une crise de l'euro, c'est une crise de bonne gouvernance, c'est certes la crise de la Grèce. La crise de la Grèce. La crise de la Grèce est un problème d'endettement. Il y a des causes vraisemblablement antérieures qui se trouvent dans la constitution même de l'Union européenne. Tout d'abord, par l'établissement d'une politique monétaire commune sans politique fiscale. Tout d'abord, mais aussi par le non-respect de la rigueur imposée par les traités, notamment celui de Maastricht, qui évoque que les États ne doivent pas dépasser 60% de leur déficit public. Le déficit public par rapport à leur PIB, chose que tous les États presque ont transgressé, on dénomme notamment l'Allemagne, la France, qui sont aux années 2000 sera plus de 60% dans le déficit public. Pensez-vous que c'est ce qui est, c'est-à-dire à la base de cette crise? Principalement, je dirais pas que c'est la cause directe de la crise, je dirais que c'est une des causes indirectes. De surcroît sur le fait que la politique soit monétaire commune mais ne soit pas fiscale, ajoutons aussi le fait du cercle vicieux de surendettement et le fait d'emprunter pour rembourser des emprunts intérieurs, ce qui crée un cercle vicieux et nous met dans une situation inextricable. Alors, quelles sont les solutions à proposer pour cette crise? Tout d'abord, j'aimerais parler du fait, c'est-à-dire qu'il est clair que la Grèce ne pourra jamais payer ses dettes et honorer ses engagements. Un engagement qui est certes onéreux et qui ne pourra jamais remplir. Donc la problématique qui s'est imposée, c'est celle de l'annulation. L'annulation partielle ou bien l'annulation totale. L'annulation partielle a eu lieu le 21 juillet dernier, dans laquelle on a annulé 21% de la dette. Les économistes actuellement visent à annuler c'est-à-dire les responsables actuels visent à annuler la dette grecque de 50%. Alors quels sont les enjeux de cette annulation? Il faut savoir tout d'abord que dans le cadre économique, dans le cadre socio-économique, toute relation de crédit est fondée sur la confiance des débiteurs créanciers. Cette confiance-là est la base même de la solvabilité de ces dettes et le gage même de leur remboursement. En d'autres termes, quand j'emprunte de l'argent, mon emprunteur, mon créancier, est sûr que je suis solvable et qu'un jour il retouchera ce que lui est. Et moi, quand je m'emprunte, c'est-à-dire en voulant rembourser mon emprunt. L'emprunt et le crédit est certainement un vecteur de croissance qui permet de redynamiser l'économie et d'injecter des liquidités afin de soutenir l'emploi et la croissance. Cependant, dans le cas où les engagements ne sont pas honorés, l'emprunt et le crédit créent un grand problème. Lequel? Il faut savoir que la relation débiteur-créancier est basée sur la confiance, comme je vous l'ai dit auparavant, et donc incontestablement sur le fait de savoir qu'on sera payé. Or, quand on annule la dette, c'est-à-dire quand on veut annuler la dette de la Grèce, cela pose le problème d'aller à moi.
qu'est-ce que c'est que l'aléa moral? C'est le fait de dire que puisque, par exemple, c'était le cas actuellement de la crise des subprimes, et c'est ce qui a emmené Henry Paulson à laisser l'élément brothers tomber en peine. L'aléa morale, c'est le fait de se dire que puisque les autres ont pu échapper de cette situation et ont bénéficié d'une certaine grâce et d'une certaine annulation, bah pourquoi moi je me tuerais à payer mes dettes et les honorer alors que je pourrais aussi c'est-à-dire bénéficier de ce soutien. Donc le problème d'aléa morale s'est posé. C'est ce qui rend le processus d'annulation des dettes un processus à double tranchant. Certes, il est plausible et possible, mais les conséquences peuvent s'avérer désastreuses et on ne connaît pas encore beaucoup d'opportunités qui pourraient être que les autres États ne paient pas et n'honorent pas leur engagement, ce qui plomberait carrément les circuits de crédit dans la zone. Donc si la Grèce se retrouve, c'est-à-dire dans une certaine impasse, incapable de rembourser, j'ai dit si la Grèce se retrouve dans une certaine impasse, incapable de rembourser ses dettes, ne serait-il pas plus simple qu'elle quitte tout simplement l'Union européenne? Qu'elle quitte l'Union européenne. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, la problématique que la Grèce quitte l'Union européenne est envisageable. Cependant, sa probabilité est très faible, mais elle n'est pas nulle. Pourquoi? Elle n'est pas nulle, mais elle est très faible. C'est-à-dire que moi je pense que le processus dans lequel la Grèce quitterait la zone euro serait un processus catastrophique, économiquement parlant et politiquement parlant. Dans quelle mesure? Dans la mesure où, c'est-à-dire qu'on voudrait retourner au trac, qui est la monnaie grecque auparavant, les contribuables grecs à vive allure à retirer leurs fonds, sont incités à retirer leurs fonds en euros pour les expatrier, ce qui crée un retirement et un déplacement de capitaux énorme de flux et qui causerait même la perte de l'économie grecque et de sur toutes ses fondations avant même la sortie de la zone. Et au point de vue social, ça plomberait la Grèce, tous les leviers, toutes les variables, c'est-à-dire faire la croissance négativement et créer des taux de chômage ahurissants. Donc pour moi, que la Grèce sorte de l'euro n'est pas une situation plausible, possible, mais dans la probabilité très très faible et qui serait catastrophique économiquement parlant et politiquement parlant pour la Grèce et pour la zone euro entière. Donc quels sont... tout d'abord, j'aimerais vous demander, c'est-à-dire, selon vous, est-ce qu'on doit abandonner l'euro? Ou bien, est-ce qu'il y a des chances de redressement pour l'euro? Ou bien doit-on l'abandonner? Il est incontestablement sûr qu'il y a des marges de manœuvre. Les marges de manœuvre passent par un resserrement, par des politiques plus strictes, par une intervention de la BCE et moins de rigidité dans les marchés et aussi je dirais pas l'endiguement, c'est un terme trop fort, mais au contrôle par des commissions spécialisées des transactions financières qui permettraient de réduire les risques quant au trading de haute fréquence. Il est clair que le trading de haute fréquence pose une problématique parce que c'est ce qui crée le risque systémique des fois, c'est ce qui déclenche les économies dans des abysses. C'est-à-dire qu'il faudrait revoir les politiques de rigueur, on a instauré des lois qui devraient être respectées et qui ne pourront pas être contournées légalement ou par des produits financiers qui ne servent à rien, c'est-à-dire limiter l'innovation financière et la contrôler pour que cette dernière soit judicieuse et soit employée bon escient. Je ne dis pas qu'il faut interdire tous les produits dérivés, mais il faudrait contrôler ceci et l'innovation par rapport à ceci. C'est-à-dire que la France, c'est-à-dire quand Air France par exemple, une compagnie aérienne, peut acheter son carburant dans 6 mois au prix d'aujourd'hui, c'est favorable pour l'économie, ça contribue à la croissance. Tandis que d'acheter des assurances sur des produits toxiques au deuxième pas, ça contribue à créer le système. Donc ça tue pas. D'autre part, il faudrait instaurer un mécanisme de stabilité financière qui permettrait déjà de réguler et de remettre au même piédestal les déficits publics. Et revoir les politiques qui ont été instaurées et surtout avoir une politique monétaire commune mais aussi fiscale commune. C'est-à-dire qu'il devrait instaurer un processus de mutualisation qui permettrait à chaque État de contrôler l'autre dans un processus qui garantirait la souveraineté de tous les États aux yeux du monde et aux yeux de leur créance. Donc finalement, la BCE devrait tendre vers une certaine extra-libéralisation d'inspiration américaine, tel le cas de la Fed.
Je ne dirais pas que la BCE devrait calquer son modèle sur celui de la Fed. Celui de la Fed démontre ses limites. C'est carence et c'est la queue. Même si il fait principalement marcher la planche à billets pour injecter des liquidités dans le marché. Je pense que la BCE devrait être plus rigide, enfin moins rigide qu'elle n'est maintenant. Parce que la BCE a certes incontestablement, invraisemblablement un rôle à jouer dans la crise de l'euro. Un rôle qui ne passerait pas assurer le marché et acheter les dettes au prix du prix. Il est clair que dans le cadre constitutionnel de l'Union européenne, cela n'est pas possible, notamment des textes de loi. Mais la BCE pourrait, à travers une institution, c'est-à-dire secondaire parallèle, acheter des dettes et voire même émettre des eurobonds qui seraient communs si les politiques, c'est-à-dire si les États s'accordent sur ce point-là, pour garantir la solvabilité de tous les États membres de l'Union européenne. D'accord, donc et finalement j'aimerais vous demander que pensez-vous de la notation française du triple A? Pensez-vous que la France, c'est-à-dire, va perdre ce triple A? Pensez-vous que la France va perdre son triple A? Écoutez, la perte du triple A est à nuancer. Tout d'abord parce que je pense que le marché a d'ores et déjà intégré son impact et ses effets dans leurs spéculations. Je pense que c'est tout d'abord le cas pour les États-Unis, qui après sa perte du triple A, n'a pas subi les conséquences dévastatrices que les économistes prévoyaient, parce que les spéculateurs ont d'ores et déjà intégré cette action-là dans leur spéculation. Je dirais que la perte du triple A est plus sur le fond de prestige que sur le fond économique, parce que je pense que les marchés, comme je l'ai dit et redit, ont déjà intégré cette spéculation à En fait, c'est le dernier des soucis des Français, c'est la perte du triple A. Ça ne Je change ne dirais pas que c'est le dernier du souci, du point de vue que les Français tiennent toujours à leur prestige et à leur rayonnement dans le monde et tiennent à garder cette barre qui est celle du triple A. Néanmoins, l'impact réel qu'aurait cette perte du triple A sur l'économie française, je pense qu'il ne sera pas de conséquences dévastatrices. D'accord, je vous remercie chaleureusement, Monsieur Etchman Sonahaji, pour votre intervention très pertinente et pour ces quelques éclaircissements, en espérant vous retrouver bientôt dans une prochaine émission.